Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La campagne de vaccination contre la COVID-19 qui a démarré dans le pays ce mercredi, les conclusions de l'enquête de la MINUSMA sur la frappe de la force Barkhane effectuée dans le village de Bounti au centre du pays, la sortie d'Amadou Aya Sanogo sont les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Pour en parler, nos invités, tous des journalistes, Amadou Diallo, Alpha Maman Sissé et Fakara Fainke. À la présentation, Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans le pays. Aujourd'hui, c'est au tour des personnes âgées à se faire vacciner volontairement. À Bamako, on se rend compte que les gens sont réticents à se faire vacciner. Écoutons ces réactions recueillies par notre reporter Moussa Malé Sissoko. Moi, je suis prêt à le faire, d'autant plus que les plus hautes autorités ont montré l'exemple. Je ne sais pas si le vaccin là est adéquat. C'est le même vaccin administré aux autorités qui vont donner ça à la population. Rien ne prouve ça. Non, je ne suis pas d'accord et je ne vais pas le faire aussi. Auparavant, on était là à dire sur les réseaux que ce vaccin-là n'est pas en bon état. C'est pour amener de la maladie au lieu de faire quitter la maladie. Quand même, j'ai peur. Bon, moi, je pense que c'est une très bonne idée. J'accepte. Oui, je suis prêt à me faire vacciner pour protéger les autres. Bon, aucune idée pour le moment. Oui, en tant que citoyen, je suis prêt à me faire vacciner. Si c'est un moyen pour freiner la chaîne de contamination, pourquoi pas? Les vaccins que le gouvernement a amenés, vraiment, je ne suis pas pour ces vaccins. La France, en tant que tel un pays développé, a rejeté à un moment donné les vaccins en question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de sensibilisation autour de cette vaccination, Fakara Fainki? Merci, Mariam. Et déjà, vous avez fait un micro-trottoir. Les avis sont divergents. C'est pour dire que les Maliens suivent l'actualité. Et d'autant plus qu'en France et dans les pays européens, il y a certains qui ont émis des réserves par rapport au vaccin. Donc pratiquement les gens ne sont pas tellement sûrs. Et le Mali ne fait que suivre ces pays-là. Et vous vous rappelez encore, quand ATT parlait d'AMO au Mali, au départ les gens n'étaient pas convaincus. Mais par finir, les gens sont en train de se bousculer au portillon de la Canam pour adhérer à l'AMO. Le Malien, naturellement, est comme ça. Quand les gens ne sont pas convaincus de quelque chose, ils ne le font pas. Je crois que les autorités doivent changer de stratégie. Si on voyait le président de la République et les ministres se faire vacciner, c'est sûr que les autres vont suivre. Est-ce qu'un investissement davantage dans la communication peut faire adhérer les populations à cette cause, Alpha Maman Sissé? Oui, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Oui, je crois bien ça peut évoluer, mais je pense que les autorités en place n'ont pas tenu compte de cet aspect. Je crois que peut-être j'ai fait partie des citoyens qui ont aussi, il y a quelques jours seulement, que ces vaccins est d'actualité, puisque des vaccinateurs, des agents de vaccination, en tout cas, ont sillonné certains quartiers de la capitale et pour convaincre, là, en tout cas, les citoyens à se vacciner. Alors, est-ce que dans les jours à venir, les gens vont comprendre l'utilité de faire de ce vaccin? C'est aux autorités, en tout cas, de mener des actions de proximité pour, en tout cas, faire adhérer le maximum, puisque nous ne sommes pas les seuls. D'autres pays ont déjà commencé cette vaccination. Amadou Diallo, Maman Sissé parle tantôt des actions de proximité. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut ces actions-là pour faire adhérer les populations? Évidemment, je salue d'abord Studio Tamani et les auditeurs et spectateurs de Studio Tamani. C'est-à-dire que cette question-là est d'autant plus préoccupante que ce serait difficile de se taire là-dessus. Vous savez, le temps d'arrivée des vaccins et le temps de débuter les vaccinations, il y a eu un temps mort pendant lequel les autorités sont restées silencieuses. Pendant qu'en Europe, il y avait des lobbies qui se sont levés pour dénoncer ces vaccins. Et il y a des pays qui ont carrément suspendu, qui ont même fait des prélèvements pour dire qu'il y a des caillots de sang que ça forme chez certains patients qui ont fini par succomber à leur maladie. Donc c'est pour dire que
pendant ce temps, les Ivoiriens qui avaient commencé, disons le Sénégalais qui avait commencé, les Ivoiriens, bon, là aussi, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Moi, je pense que et le gouvernement malien aussi a quelque peu tâtonné. Bon, ça a laissé ouverte la porte du doute, de la suspicion. Et finalement, même si on commence avec un doute. Et là, ça va être un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la campagne de sensibilisation. Comme maman l'a dit, il faut beaucoup sensibiliser. Beaucoup sensibiliser parce que les gens n'y croient pas. Le micro-trottoir vient de montrer que les gens n'y croient pas. Et puisque les gens n'y croient pas, difficilement ils vont adhérer. Donc pour ça, il faut beaucoup de campagnes, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation pour que les gens acceptent. Voilà. Et bon, vous savez, c'est aussi ce problème de vaccin-là a soulevé une problématique, à savoir l'économie et la santé. Vous savez, parce qu'il y a aujourd'hui les capitaux qui se confrontent. Il y a le vaccin russe et le vaccin anglais. Voilà, le vaccin anglais. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de conflit d'intérêts à l'échelle mondiale même par rapport à cette question-là. Et là, il faut être beaucoup plus subtil et un peu de recul pour comprendre. Moi, je pense que les autorités ont peut-être... C'est à cause de ça que les autorités avaient certainement observé une pause. Bon, maintenant qu'elles ont décidé à s'engager, alors il faut mettre les moyens pour sensibiliser le maximum. Voilà. On remarque également que cette vaccination consiste à une période où on a plus de cas. Le cas ne fait qu'augmenter. Hier, à la date d'hier jeudi, on a vu que les autorités ont recensé 157 cas. Est-ce à dire qu'il y a un relâchement au niveau de l'application des différents gestes barrières, Fakara Faïké? Non, ça c'est très clair. Le Malien lambda, vous êtes en ville, si les gens respectent oui ou non ces mesures barrières, le Malien lambda en a cure. Parce que pratiquement, personne rare, même quand tu portes les masques, souvent dans les mosquées, on te regarde autrement. Tu as un regard différent des autres. C'est pour dire que le Malien n'a jamais respecté ces mesures barrières. Les gens le font. Moi, j'ai constaté parce qu'il y a certains services, tu ne rentres pas tant que tu n'as pas de masque. C'est le cas des banques. Tant que tu ne laves pas ta main, les surveillants sont là et pour voir ceux qui respectent les mesures barrières. Les gens ne portent le masque que pour ça seulement. C'est pour cela que beaucoup sont rentrés au port des masques. Sinon, pratiquement cette sensibilisation, ceux qui cherchent le pain quotidien pensent que, c'est-à-dire, ils n'ont pas le temps alors de respecter ces mesures barrières. Et la maladie également, quand tu demandes les gens, il y a certains qui te diront que nous n'avons jamais vu de cas de Covid-19. Bon, le Malien, c'est comme ça. Et c'est un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, où les gens souvent, c'est pas de l'ignorance, mais c'est de l'insouciance souvent. Et dans la circulation, tu vois les gens en train de circuler. Et Bamako est couvert de poussière, mais personne, même avec ça seulement, on doit porter les masques. Mais les gens n'en ont plus et personne ne veut faire respecter ces mesures barrières. Et les autorités aussi, quand même, ont relâché parce que quand il y a eu des soulèvements par rapport au respect de ces mesures barrières, les gens se sont soulevés. On dit que ventre vide n'a point d'oreille et les gens se sont soulevés pour aller chercher leur petit pain. Les autorités ont fini par laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Certes, les autorités ont laissé les gens faire ce qu'ils veulent durant un temps, mais dans ces derniers jours, on voit que c'est 40 cas, 50 cas, 100 et quelques maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'appliquer ces mesures-là, que le gouvernement puisse mettre des garde-fous pour que les mesures ou les interdictions qui étaient d'actualité puissent revenir, qu'on essaie de contenir cette vague de contamination Alpha Maman Sissi? Bon, alors moi, ce que je constate, chaque communiqué du Conseil des ministres, alors, le point est fait dans le communiqué. En dehors de ça, le président de la République, quand il prend la parole, il demande à ce que les mesures édictées par rapport au coronavirus puissent en tout cas être appliquées. Mais en dehors de ça,
comme l'a dit Doyen Fakara, c'est très difficile de faire appliquer les mesures barrières. Si vous portez un masque et que les autres refusent de porter, et les autres refusent même de croire, certains refusent de croire. Et moi, je pense d'abord au niveau des leaders d'opinion. Si par exemple un imam il demande à tous ses fidèles avant de rentrer en dehors des ablutions que vous faites, porter des masques, ça ne coûte rien. Exiger à chacun des fidèles de porter des masques, je pense que ça peut aider. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les autorités pour en tout cas gérer cette affaire de coronavirus? Alors n'oublions pas, ne perdons jamais de vue que nous sommes dans une période de transition. Et les Maliens, en voulant changer de régime, ils ont oublié cet aspect parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autorité. Moi, de mon point de vue, il n'y a pas d'autorité. Moi, je ne vois pas de façon normale une situation qui est en train de se faire par rapport, en tout cas, à la lutte contre le coronavirus. Le président, il parle. Le ministre de la Santé, elle fait ce qu'elle peut. Mais est-ce que ce que ces deux personnalités outre la font, est-ce que ça a des répercussions, en tout cas, sur la lutte contre le coronavirus? En tout cas, j'en doute. Que faut-il faire aujourd'hui pour que les autorités puissent demander aux populations d'appliquer au quotidien ces gestes barrières-là, Amadou Diallo? Bon, vous savez, ça c'est un vieux pied, quoi. C'est-à-dire que cette affaire de coronavirus, porte atteinte, si on peut le dire ainsi, à l'intime même des hommes. Parce que qui parle de l'économie parle de l'intime même des hommes, parce que c'est le gagne-pain. Là où on doit chercher le pain, c'est là où Corona vit le plus. Parce que c'est le contact physique. Et c'est les marchés, c'est la circulation. Donc vous voyez, même en Europe, même aux États-Unis, on n'arrive pas à canaliser cet aspect-là. Vous voyez, Macron a eu tous les problèmes du monde pour dire aux Français on va fermer les écoles en attendant. Ça veut dire que ce n'est pas propre au Mali seulement. C'est une question globale. Et ça doit être analysé de façon globale. Maintenant, les autorités peuvent dire ce qu'elles peuvent dire. Mais elle ne peut pas être derrière tout un citoyen, comme un policier ou un gendarme, derrière un citoyen pour lui dire fais ça, ne fais pas ça. Il appartient à tout un chacun de prendre la mesure de la chose et d'être responsable face à la pandémie. C'est une question de volonté individuelle et de responsabilité personnelle. À mon avis, chaque citoyen doit se dire si je me protège moi-même, ma famille et les autres. Si je ne me protège pas, je m'expose, j'expose ma famille, j'expose les autres. Donc, si on tire ce genre de conclusions, je pense qu'on peut avancer. Mais ça va être très difficile. Parce que, je ne peux pas généraliser trop, mais il y a des gens qui croient difficilement à l'invisible. Parce que c'est des microbes. On ne voit pas les microbes. Chez nous, on dit avant, bon, même au champ, on frottait les mains sur le mappy, on mangeait. Il n'y avait pas de problème. Bon, c'est un problème de culture, quoi. Et cette culture-là qui perdure encore, les gens n'y croient pas trop parce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Voilà, moi, je pense que le message doit être axé sur ce point pour dire aux gens, tout ce que vous ne voyez pas, ne vous dites pas que ça n'existe pas. Ça peut exister. Croire, on n'a pas vu Dieu. Personne n'a vu Dieu, mais on y croit. Voilà. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième sujet du jour qui parle des frappes à Bounti, dans le centre du pays. Les conclusions de l'enquête de la MINUSMA chargent la France. La ministre française des Armées, Florence Parly, récuse ces allégations. Selon elle, la France a bel et bien bombardé des groupes terroristes. Une thèse soutenue également par les autorités maliennes. Quelle analyse faites-vous de cette situation, Fakara Fainke? Vous savez, cette situation est très compliquée. Moi, pratiquement, personnellement, j'ai toujours soutenu la présence française au Mali. Je n'en doute pas, parce que je sais la nature du conflit est telle que, c'est-à-dire la France en tant que pays colonisateur, et on ne peut pas se défaire de la France comme ça. Mais en ce qui concerne cette frappe de Bounti, ça a soulevé beaucoup de questions. Mariam, je vous dirais qu'à mon intime conviction,
dans une guerre comme ça, il y aura toujours des erreurs. Il faut être convaincu, ceux qui l'ont dit, ceux qui l'ont soutenu, je suis convaincu qu'il y a eu des erreurs de frappe. Mais en ce qui concerne la réaction des autorités maliennes, Mariam, il faut lire entre les lignes. La France et le Mali, les deux pays ont signé, un engagement en ce qui concerne l'accord de défense. Nous n'allons pas rentrer dans tout, mais les autorités maliennes, moi je crois que nous avons les mains et les pieds liés quelque part. Il y a un engagement qui est là. Sinon, moi je suis convaincu à mon intime conviction qu'il y a eu des erreurs de frappe. Mais vous savez, pourquoi la France ne peut pas reconnaître ça? Ça aussi, c'est une autre analyse. Si la France reconnaissait ça, donc ceux qui estiment que la France doit quitter le Mali, ils auront leur raison. Et ça va décrédibiliser un peu la France. Là aussi, quand la France va reconnaître ces frappes-là, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences derrière au niveau des Nations Unies pour dédommager ces victimes-là? Donc il y a tout ça qui entre. Effectivement, l'amunissement ainsi que la population locale, en plus de l'association Peul Tabital pour la Côte, demandent qu'il y ait une réparation. Dans quelle mesure cela est possible, Maman Sissi? Bon, il faudrait d'abord que les autorités françaises acceptent d'abord qu'il y a eu frappe de terroristes. Parce que j'ai l'impression que la France a cette possibilité de savoir il y a des civils, il y a des terroristes. Sinon, difficile pour moi de comparer un mariage et un attroupement de groupes terroristes. Alors, si vous avez remarqué en tout cas la façon dont au sein de l'opinion même française le rapport a été accueilli, il y a des indices qui montrent que sur le terrain, il y a d'autres que la frappe de Bounty. Bounty, c'est seulement parce que on a comparé des civils à des terroristes. Alors jusqu'ici, la France maintient que ce n'est pas des civils qui ont été frappés, mais des terroristes. Alors, est-ce que dans les jours à venir, ça va créer une crise au sein de, en tout cas, la communauté internationale, puisque c'est un rapport de l'aménagement et il y a d'autres voix qui commencent à demander aussi d'autres rapports indépendants. Alors, on peut attendre les jours à venir pour en tout cas se fixer sur la position, surtout des autorités maliennes, parce que là, jusqu'ici, les autorités maliennes restent silencieuses par rapport à cette question. Mais effectivement, les autorités restent silencieuses, mais il y a eu un communiqué lors de cette frappe-là qui soutenait la thèse de l'armée française également. Donc il y a problème. Pour moi, comme l'a dit le doyen Fahinké, la position de la France par rapport à la crise sécuritaire dans le Nord, le Nord et le Centre, la position de la France par rapport, en tout cas, à la scène internationale, font que c'est quand même difficile. Moi, ça m'étonnerait que les autorités maliennes puissent avoir une autre sonde de cloche que celle, en tout cas, émise par les autorités françaises. Fakara Fahinké l'a soulevé tout à l'heure, l'accord de défense. N'y a-t-il pas lieu actuellement avec ce genre de situation de reviser cet accord de défense qui lie le Mali et la France, Amadou Diallo? Est-ce possible d'ailleurs? Bon, moi je ne suis même pas favorable à cet accord-là. Je suis contre Fakara par rapport à ce point de vue. Moi je suis de ceux-là qui pensent que vraiment la France doit dégager. Franchement. Vous savez, il y a un problème que ce qui me choque un peu, c'est qu'il se passe quelque chose qu'on a lu, qu'on a appris dans les manuels d'histoire. Comment la France, comment les puissances coloniales ont fait pour conquérir nos territoires? C'est utiliser d'abord, a priori, les unes contre les autres, ensuite se faire aider par une autre contre une autre. Prenez le scénario aujourd'hui. La France est présente au Mali. Depuis que cette histoire a commencé en 2012, c'est les communautés qui s'affrontent. Par-ci, par-là. Les communautés sont opposées les unes aux autres.
mais forcément, il doit y être quelqu'un derrière pour tirer les ficelles. Deuxièmement, là où les Français tentent de pacifier, on amène une force étrangère, soit l'armée tchadienne ou armée burkinabé, armée sénégalaise, en tout cas de la MINUSMA, pour sécuriser, tout sauf l'armée malienne. Donc, la France, l'armée française, n'est pas vue en ce moment en tant que force d'occupation, parce que le rôle qu'elle doit jouer pour occuper, elle fait jouer ce rôle-là à d'autres forces africaines. C'est tellement subtil que difficilement les gens perçoivent. Mais les gros intellectuels, ceux qui s'appellent intellectuels, doivent quand même pouvoir lire ce genre de scénario, ce qui est tellement apparent, à mon avis, que vraiment ça ne laisse aucun doute. Maintenant, pour cette question-là, le communiqué, vous avez parlé du communiqué du ministère de la Défense. Le temps entre l'acte et le communiqué du ministère de la Défense, il s'est passé une éternité. C'est la preuve que les autorités militaires maliennes ont été obligées d'avaler. On les a fait avaler. Ça veut dire que depuis le départ, tout le monde sait que l'armée française a commis une bavure qu'elle refuse d'accepter. Parce que Fakar l'a dit, il y a tout un scénario de justice derrière. Parce que dès qu'elle va accepter, ce sont les magistrats et les avocats qui vont rentrer en jeu. En ce moment, on va parler d'indemniser les gens. Il y a que ça. Mais entre autres choses, ça va créer les antécédents qui sont là vont être soulevés. Ça va donner d'autres gens qui ont subi les mêmes exactions qui vont se réveiller. Car on parle d'une autre frappe dans la zone de Talatay, exactement, dans la région de Gao. Donc ça va être un effet de boule de neige. Et ils ont peur de ça. C'est pour dire que cette histoire-là doit être vraiment regardée avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'intelligence. À mon avis, les différents rapports des Nations Unies, des rapports, quand ça arrange, on dit ce n'est pas bon, c'est bon. Si ça concernait l'armée malienne, je suis sûr que les médias français seraient les premiers à dénoncer. Mais aujourd'hui, puisque c'est la France qui est en cause, les médias français sont totalement silencieux. Il nous appartient, nous aussi, médias maliens, vraiment de mettre la pression parce qu'ils ont toujours dénoncé le Mali. Mais maintenant que c'est à leur tour, nous, on contribue à apaiser la situation. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. C'est le rôle là. Maintenant, le rôle, il appartient à la presse malienne vraiment de bien scruter cette affaire-là et de dire les droits des Maliens par rapport à ce dossier. Ces genres de situations ne vont-elles pas nuire à la confiance entre la force française et les populations locales? Parce qu'on parle de lutte contre le terrorisme, Fakara Fainke. Oui, on parle de lutte contre le terrorisme. Je vais revenir un peu, si vous permettez. Les médias français ont dénoncé. Moi, j'écoute bien RFI. Ils ont dénoncé et ont beaucoup parlé vraiment de cette frappe et continuent de parler de cette frappe-là. Et c'est pour vous dire qu'il y aura toujours des erreurs. Il n'y a jamais eu de conflit comme ça tant que des erreurs ne sont... Mais là, on parle de confiance. L'erreur a été commise. De confiance, l'erreur a été commise. La confiance, là, c'est aux autorités maliennes de sensibiliser les populations. Parce que vous savez que la nature du conflit, je dis que c'est un peu compliqué. Quand des terroristes viennent se mêler aux populations, quand ceux qui doivent être protégés alors sont considérés comme des terroristes, ils sont population le jour, ils sont terroristes la nuit. Vous voyez que Mariam, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation très compliquée. Et c'est aux autorités vraiment de sensibiliser les populations par rapport à tout ça. Et dans une circonscription, par exemple, quand vous voulez, par exemple, faire des mariages, il faut annoncer souvent, il y a une préfecture, sinon il y a un gouvernorat. Il faut déjà prendre ces mesures-là. Mais sauf qu'on est dans une zone où il n'y a ni préfecture, ni gouvernorat. Vous convenez avec moi que sur place, les autorités sont absentes. À Mopti, déjà, il y a un gouvernorat. Je crois que... Mais Bounti, c'est pas Mopti, c'est loin. Voilà, c'est loin, mais Bounti est lié à une zone, quand même.
il faut prévenir un peu. C'est lié à Douanzan, je pense que sur place, il y a... À Douanzan, il y a des gens qui sont censés connaître, donner l'information. Vous savez déjà qu'on peut donner l'information, ça va très vite. Donc, il y a des radios qui sont à Douanzan. Il faut donner des informations, ça peut faciliter les tâches. Et ceux qui veulent intervenir aussi, eux aussi, ils doivent quand même prendre l'information jusqu'au plus petit niveau pour faire ces frappes-là. Parce que dans une situation difficile comme ça, il n'est pas facile aussi de faire des choses sans bavure. Et je sais que est-ce que ces collaborations avec ce genre de situation, ces populations vont encore collaborer avec les militaires présents dans la zone? Je vais vous dire la vérité. Tout le problème que nous avons avec le conflit dans le centre et le nord, c'est un problème de confiance. D'abord, ça commence avec l'armée malienne. Je dis bien l'armée malienne. D'abord, quand les gens débarquent dans un endroit où d'abord ils ne maîtrisent pas la géographie, ils ne maîtrisent pas les réalités du coin, forcément, ça va être difficile d'avoir la confiance de la population. Parlons de Barkhane. Barkhane, dans certains endroits, est parvenu à avoir la confiance de la population. Mais on a compris que dans certaines zones, notamment, je me rappelle d'une histoire dans la zone de Gundam, où un chauffeur, je ne sais pas, un transporteur, a été victime d'une bavure de Barkhane, et que ça soulevait en tout cas de tollés au niveau des populations locales. Alors à part ça, on peut dire qu'il y a une bonne collaboration dans une bonne partie je dis bien le nord, une bonne partie du nord, entre certaines populations et Barkhane. Barkhane fait des appuis à des populations, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Bounti. Bounti, il faudrait d'abord que Barkhane accepte que ce n'est pas des terroristes. C'était des gens qui étaient dans un mariage. Un mariage, est-ce que c'est un mariage des groupes terroristes? Je ne sais pas. En tout cas, jusqu'ici, Barkhane ne reconnaît pas que c'est un mariage, c'est toujours des groupes terroristes. Est-ce qu'en acceptant que, si la force Barkhane accepte effectivement que ce sont des personnes qui étaient à un mariage, qui ont été bombardées, qu'elles s'est trompées, est-ce que cela peut amener ces populations à de meilleurs sentiments? Ça peut changer la donne sur place, Amadou Diallo? Absolument, ça peut changer. En tout cas, ça va calmer un peu les esprits. Parce que dès le lendemain même de la frappe, les gens ont été alertés par la population locale. C'est elle-même qui a dénoncé la frappe. Ça veut dire que, et surtout, l'argument tenu par Barkhane, ça ne tient pas la route. Quand on dit il y a des images de drones, mais un bon drone jusqu'à 10 km en haut peut prendre des images avec beaucoup de netteté et de précision. Ça veut dire que Barkhane ne s'est pas trompé. Moi, je ne suis pas sûr que Barkhane s'est trompé. Mais, comme Serge le dit souvent dans son reportage, il y avait 3 hommes en armes. Mais dans un coin comme ça, les gens sont obligés de se sécuriser. Ça peut être moi, je ne dis pas que c'est vrai, mais ça peut être des gens qui sécurisent les autres aussi. C'est possible. Mais quand on se trompe, la meilleure façon de régler les problèmes, c'est de reconnaître d'abord qu'on s'est trompé. Et maintenant, on cherche la solution. Mais dès l'instant où la France déploie toute une armada pour venir démentir ça au Mali, pourquoi? C'est MINUSMA qui a accusé. Donc, normalement, elle doit se déporter aux Nations Unies pour aller démentir. Mais pourquoi au Mali? C'est pour mettre les autorités maliennes sous pression. Sinon, moi, je pense que Florence Parly, ses interlocuteurs dans ce dossier-là, c'est les Nations Unies. Et pour ça, il y a un lieu indiqué, c'est à New York. Elle aurait dû aller à New York pour aller s'expliquer au secrétaire général des Nations Unies pour dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais pourquoi se transporter avec 2 autres ministres de 2 autres pays pour venir mettre la pression sur les autorités maliennes? Ça veut dire que la France se reproche quelque chose. La France se reproche quelque chose peut-être, c'est ce qui nous amène à notre 3e sujet du jour qui parle de la sortie d'Amadou Aya Sanogo. Quelques semaines après sa mise en liberté définitive, l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo fait sa première sortie médiatique. Dans cette déclaration, il
appelle à l'union sacrée autour de l'armée malienne. Cette déclaration du général Amadou Aya Sanogo suscite beaucoup de réactions. Quel regard faites-vous de cette situation, Alpha Maman Sissi? Bon, je ne sais pas si c'est le journaliste qui parle ou bien c'est le citoyen malien qui parle. Mais j'avoue que quand j'ai suivi Amadou Aya Sanogo à partir de Ségou, j'ai eu beaucoup de peine. Parce que d'abord, il parle en français. Et je ne sais pas à qui il s'adresse. En tout cas, si c'est à Ségou qu'il devait parler ou aux Maliens qu'il devait parler, j'aurais aimé qu'il parle Bambara. Mais le fait qu'il parle français, j'ai l'impression qu'Amadou Aya Sanogo est en train de préparer l'opinion à quelque chose. Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue. C'est là où je dis, je ne sais pas, est-ce que c'est le journaliste qui parle ou bien c'est le Malien qui parle? Parce que l'organisation d'abord, quand on voit l'organisation, le lieu, la gesticulation, le discours. Chez lui à Ségou. Mais Amadou Aya Sanogo a-t-il en tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'il est habilité à parler au nom de l'armée? Parce que lui, il demande aux gens de soutenir l'armée. Est-ce qu'il a habilité à parler au nom de l'armée? Moi, jusqu'ici, je n'ai pas vu un autre haut gradé de l'armée qui fait un meeting comme ça. Donc, c'est à ce niveau que je commence d'abord à m'inquiéter. Est-ce qu'Amadou Aya Sanogo, à partir de ce qu'il est en train de préparer l'opinion à quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai suivi son discours, je vous l'ai dit, ça c'est très humain. J'ai été très déçu. Très déçu parce que j'ai l'impression que cet homme il n'a pas compris beaucoup de choses. Malgré tout ce qui est arrivé dans le pays, apparemment il n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Voilà. Quelle interprétation faites-vous de cette sortie Fakara Fayinké? Bon, je vais vous surprendre. Je vais aller un peu contrairement à mon jeune frère. Allez-y. Et depuis très longtemps, les gens n'étudient pas les personnes. Et moi, je vois Amadou Aya Sanogo comme un homme de cœur. C'est un homme qui parle avec son cœur. Et autrement, c'est un enseignant. Il a toujours aimé parler. C'est un homme qui parle avec le cœur. Donc, après tout ce temps en prison, j'ai compris que l'homme, un peu, a voulu vraiment montrer aux Maliens qu'il a été accusé, trop accusé, d'avoir tué des gens. Il a voulu se justifier. Il a voulu appeler les gens, c'est-à-dire à un rassemblement. Et c'est dans cette dynamique qu'il a voulu s'exprimer. Vous savez que la parole est très difficile. Quand il s'agit de prendre la parole devant les gens, souvent on va à l'excès. Et Amadou Aya Sanogo, depuis donc vous convenez avec Maman Sissé qu'il est parti à l'excès? Oui, il est parti à l'excès, en ce sens que c'est un homme qui parle avec le cœur. Ce qu'il a dans le cœur, c'est ce qu'il dit. Bon, ce n'était pas le moment choisi pour qu'il s'exprime devant les gens. Mais il est allé un peu trop vite en s'exprimant. Sinon, quand j'ai écouté, j'ai vu qu'il a toujours appelé les gens à aller dans l'unité, à aller vraiment dans un rassemblement, dans la paix. C'est des mots qu'il a prononcés. Mais maintenant, les gens prennent ce qu'ils veulent. Il a même dit que les gens demain vont interpréter autrement. Et c'est un garçon comme ça. Maman Sissé qui dit qu'il a du mal à savoir le message qu'Amadou Aya Sanogo a voulu faire passer. Fakara Fayinké qui dit que ce n'était pas le bon moment pour parler. Amadou Aya Sanogo, en tant que militaire, a-t-il le droit d'organiser ce genre de meeting, Amadou Diallo? Vous avez dit Amadou Aya Sanogo. Général Amadou Aya Sanogo. Non, vous avez déjà dit Amadou Aya Sanogo. Ça veut dire que ce n'est pas un militaire qui agit. Sinon, un général... Le lieu de tenir un meeting d'un général, ça c'est face aux hommes, dans un camp militaire. Maintenant, comme il était habillé en boubou blanc, un gros boubou blanc, et puis avec bonnet de sage, bon, maintenant, Aya Sanogo est en train d'aller carrément sur le terrain politique. Qu'on le veut ou non, maintenant, il est en train de glisser. Il nous a dit lors de son discours ce jour-là qu'on va dire que c'est un message militaire qu'il voulait faire passer. Est-ce que ce n'était pas sous-attendu? Non, c'est-à-dire que j'ai dit tout simplement ce que je retiens. En boubou blanc, c'est l'homme politique qui parle. Tranquillement, face à ses militants et sympathisants. Et c'est ce qu'il a fait.
Maintenant, il s'agit de rappeler à nos militaires, ça c'est mon point de vue personnel, il faut faire le choix. On veut faire la politique, on fait la politique. Les textes, jusqu'à présent, n'ont pas changé, c'est très clair. Un militaire, si tu veux faire la politique, il n'y a qu'un choix à faire, se débarrasser de la tenue. Maintenant, qu'il aille au bout de c'est-à-dire qu'il aille au bout de son courage, qu'il démissionne de l'armée et qu'il aille sur le terrain politique et affronter le marigot politique. Aya Sanogo s'est adressé aux hommes politiques. Parce qu'il dit, ceux qui veulent diviser l'armée, il parle en ce moment, il s'adresse à qui? Parce que lui, pendant qu'il était dans la plénitude de sa potentialité à Kati, eh bien, c'est aux hommes politiques qu'il s'adressait. C'est aux hommes politiques à qui il a eu affaire. Maintenant, il a eu des remords parce que à un moment donné, les hommes politiques l'avaient écarté. Maintenant qu'il a eu la chance de revenir encore sur l'arène, donc il veut régler ses comptes, c'est-à-dire que solder ses comptes avec ses hommes politiques, en revenant sur le passé. Parce que je pense qu'il a besoin de s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Et pour lui, et la meilleure façon aussi, ce n'est pas en tout cas de façon militaire, c'est politique. Donc qu'il aille au bout de sa logique, qu'il démissionne de l'armée, qu'il vienne sur le terrain politique, il affronte les hommes politiques dans les marigots politiques. En ce moment, c'est armes égales. Maintenant, vous savez, moi j'ai vécu dans un camp militaire pendant des années. J'ai fait 10 ans au camp des gardes de Tomoroko. J'ai vu beaucoup de jeunes officiers passer devant moi. Moi, j'ai vu le tout-puissant Moussa Diawara, lieutenant au camp des gardes. Je l'ai vu venir au camp des gardes, lieutenant. C'est-à-dire, j'ai dit à nos frères militaires, moi j'aurais pu faire le choix, et moi j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans la vie militaire. Sinon je pouvais aller à la vie militaire. C'est-à-dire, la vie c'est un choix. Quand on choisit de servir sous un métier, moi je pense qu'il faut assumer pleinement ce métier-là. Les mélanges de pédales entre les différents métiers, ça crée des problèmes. Aujourd'hui, on a dit à Ibeka, on a accusé Ibeka de laisser l'armée entre les mains des djihadistes et puis bon, Ibeka a abandonné l'armée. Aujourd'hui, l'armée, le pays est entre les mains des militaires. Est-ce que ça a changé l'insécurité? Ce n'est pas ça. C'est une question d'objectifs, de vision et des moyens. L'utilisation judicieuse, disons, des moyens mis à disposition. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Il nous appartient à tous les Maliens vraiment de tirer la dividende, disons, de tirer les conclusions qui nous reviennent. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait que ces genres de... Aya aurait pu être rappelé à l'ordre par le ministre de la Défense. Ce n'est pas son rôle. J'allais en venir d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le rappeler à l'ordre? Un militaire, général de surcroît, qui fait ce genre de sortie, n'y a-t-il pas lieu de le rappeler à l'ordre, Fakara Faïnké? Non, mais je dis ce que Amadou a dit. Est-ce qu'Aya est parti en tant que militaire? Mais c'est en général, un militaire, on dit souvent, un général, même à la retraite, est toujours militaire, il est toujours considéré comme un militaire actif. Aya est allé à Ségou, c'était pour s'adresser à la population de Ségou, c'était pour demander pardon, c'était pour appeler les gens à la réconciliation. Maintenant, dans son discours, il y a des aspects qui sont sortis. C'est un homme, quand il parle avec le cœur. Maintenant, dans cette situation, est-ce que les autorités peuvent empêcher Aya de ne pas parler? Ça aussi, il est libre. C'est un citoyen qui est libre comme les autres. Je dis, il faut que Amadou comprenne un peu. Les militaires ne sont pas venus au pouvoir comme ça. C'est pour cela, l'imam Diko a dit, c'est les civils qui sont allés les chercher, c'est les politiques qui sont allés chez eux. En sortant, ils ont dit aux politiciens, nous allons sortir ensemble. Et c'est le cas des militaires. Quand tu vois le coup d'État de 68, les militaires ont pris le pouvoir. Ils ont dit, 6 mois, on va vous redonner le pouvoir. Ils ont fait 23 ans. Il y a eu le coup d'État en 2012. On a négocié. Est-ce que les Maliens devraient accepter un autre coup d'État? C'est les Maliens qui l'ont voulu. Maintenant, les politiciens doivent se mettre en rang serré. Les politiciens doivent faire confiance en eux-mêmes. Sinon, les militaires seront toujours là.
Et c'est ce message qu'il a voulu faire passer. Et c'est ce message Alpha Maman Sissi, est-ce que les autorités, surtout le ministre de la Défense, ne devraient pas appeler Amadou Aya Sanogo aujourd'hui? C'est très clair. Moi, je pense que, après ce que mon grand frère Amadou Diallo vient de dire, c'est très clair. Amadou Aya Sanogo, si il est militaire, il est dans, comme lui-même il dit qu'il est général 4 étoiles, cela veut dire qu'il fait partie, il est dans le rang de l'armée nationale. Donc, franchement, il doit vraiment faire autre chose que de tenir un meeting politique. Parce que le meeting est tout sauf militaire, c'est un meeting politique. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il ne pourrait pas être gênant aujourd'hui pour les autorités de la transition, Amadou Diallo? Absolument. Ça dit que ça crée totalement la complicité entre ceux qui ont pris le pouvoir et Aya Sanogo. Ça ne souffre d'aucun doute. En tout cas, pour tous ceux qui savent lire entre les lignes, vous voyez totalement la complicité. Et maintenant que à eux, il appartient à eux de démentir ça, pour montrer qu'ils n'ont rien à voir avec Aya. Sinon, la réussite de ce meeting-là va créer déjà un pôle d'attraction autour de Aya. Et déjà, dans la ville, les gens commencent à dire, est-ce que Aya n'est pas le candidat des militaires? Ça s'est dit déjà. Donc, et si on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois sans démenti, ça veut dire qu'au bout de 4 mois, la maison de Aya, on ne pourra plus y accéder facilement. Ça veut dire qu'il sera arpenté par tout le monde. Parce qu'on voit en ce moment le pouvoir s'approcher de lui. Puisque pour qui connaît le Malien, on sait que quand le pouvoir s'approche de quelqu'un, tout le monde accourt vers lui. Et donc, ça va être le même cas. Maintenant, ils appartiennent... Et une dernière question, on est presque à la fin de ce débat. Une question que je vais adresser à vous trois. Est-ce que les autorités de la transition peuvent-elles gérer Amadou Aya Sanogo? Fakara Faïke, je commence par vous. Les autorités peuvent bien gérer Amadou Aya Sanogo. On a parlé de la candidature d'Assimi. On a parlé de la candidature d'Amadou Aya Sanogo. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, j'ai dit aux politiques. C'est aux politiques vraiment de se montrer à la hauteur. Si les politiques ne peuvent pas se mettre à la hauteur, un militaire va venir. ATT a son temps. On a dit que ATT sera candidat. Les politiques se sont soulevés. Mais après, les gens se sont mis derrière lui. Si Amadou Aya venait, mais c'est parce que les populations l'ont voulu. C'est parce que les populations ont accepté de voter. Si Assimi a accepté de venir, c'est parce que les populations ont accepté de voter pour lui. Ce n'est pas un mal en soi, c'est des citoyens. Bon, maintenant, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. C'est aux politiques de dire que la politique, c'est pour eux. Ce sont eux qui doivent faire la politique. S'ils ont la confiance de ce peuple, alors ils peuvent venir. Et les autorités de la transition, et ils n'ont qu'un bout de temps. Maintenant, les textes sont clairs. Tu ne peux pas être militaire. Il faut quand même se débarrasser de cette tenue militaire pour être candidat. Alors, ceux-là qui vont accepter, si les populations viennent avec eux, moi, je crois que c'est normal. Comment vous voyez Amadou Aya Sanogo durant cette période de transition, Amadou Diallo? Bon, moi, je le voyais... Je pense qu'il aurait dû être vraiment humble. Il aurait dû rester humble et puis laisse les choses se faire. Maintenant, Fakara, on n'est pas opposé à ce que vous dites. Hein. C'est une question de principe. Les textes sont faits pour être appliqués. Et si ce n'est pas appliqué, il faut qu'il y ait des gens pour les rappeler. Et moi, je suis de ce rôle-là. Je me mets dans ce rôle-là. Il faut qu'on rappelle aux gens, si vous avez accepté de se faire gouverner par les textes, alors acceptez de se soumettre à ces textes-là. Ce n'est pas sorcier. Ce sont nos parents. Je viens de te dire, moi, j'ai fait 10 ans au Sénégal. Jusqu'à présent, j'ai un pied au Sénégal. J'ai des parents militaires. Mais j'ai dit, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. S'il veut être candidat, il n'a qu'à déposer la tenue militaire. Alpha Maman Sissi, gênant ou pas Amadou Aya Sanogo pour la transition? Ouais, à l'heure actuelle, c'est gênant. C'est gênant même pour le pays. Parce que soit, comme l'a dit mon grand frère, je reviens là-dessus, s'il veut être en tout cas dans l'arène politique, qu'il démissionne de l'armée nationale du Mali. Voilà.
c'est ce qui met fin à notre émission Le Grand Dialogue de ce jour, consacré à la rétrospective de l'actualité de la semaine. Nous avons parlé de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui a démarré dans le pays ce mercredi, les conclusions de l'enquête de la MINUSMA sur la frappe de la force Barkhane effectuée dans le village de Bounti et la sortie d'Amadou Ayassanogo. Ils étaient avec moi, tous des journalistes, Fainke Fakara, Alpha Maman Sissé, Amadou Diallo. Je suis Mariam Maïga, à la technique Salim Djouara et régie vidéo Nouhoum Djiré. Bonne soirée à toutes et à tous et excellent week-end. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.